Bonjour à tous. Encore une fois, je n'avais pas prévu de faire ce podcast, mais au vu des derniers événements relatifs au coronavirus et des réactions qu'ils ont suscitées, j'avais envie de vous partager un peu mon analyse de la situation. Donc, bienvenue sur ce podcast où ici on vient déconstruire un peu les sujets de société, souvent l'idéologie dominante, et non pas dans le but de crier au complot, mais surtout pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont construire le monde de demain. Commençons. Bon, je pense que vous êtes un peu tous au courant déjà. Même moi qui n'ai pas la télé et les infos, j'ai un peu toutes les informations. On vit une situation assez inédite. Non pas déjà d'un point de vue spécialement médical, car je rappelle qu'il y a beaucoup de maladies qui font beaucoup de morts chaque année. La grippe saisonnière fait plus de 8000 morts et touche des millions de Français par an. 1 à 2 millions en fonction des années et en fonction des sources, donc ce qui est déjà énorme. Mais par contre, effectivement, le coronavirus, statistiquement, se répand beaucoup plus vite et le taux de mortalité est un peu plus élevé et surtout, on n'est pas immunisé. Mais calmons-nous, ce n'est pas parce que tu l'attrapes que tu en meurs et tout le monde ne va pas mourir demain. Donc, chacun va avoir son opinion, on va dire, médicale sur le sujet. Il y a beaucoup d'articles qui fleurissent, d'articles scientifiques, d'articles avec plein de statistiques, etc. Mais en fait, ce qui est vraiment inédit ici, c'est la réaction de tous les gouvernements, de tous les pays, face à ce qu'on a classé en fait comme une pandémie mondiale et donc ce qui est une épidémie avec plusieurs foyers un peu partout dans le monde. Et donc on voit des pays comme l'Italie, des pays qui sont donc voisins à nous, avec des assignations à résidence pour les citoyens, des rues qui sont vidées, des flics qui sont juste là pour maintenir l'ordre pour ceux qui sortent faire leurs courses quand même, et des hôpitaux blindés et un nombre croissant de morts chaque jour. Et donc il paraîtrait que la France, notre situation, on est à 10 jours de retard de la situation italienne. Donc ça veut dire que nous, c'est ce qui pourrait nous arriver d'ici 10 jours. Et donc cette situation est clairement, effectivement, exceptionnelle. Et moi, j'ai pas spécialement envie de débattre 5000 ans sur si médicalement, sanitairement parlant, ce qu'il se passe, c'est OK. Chacun a son avis et chacun doit prendre ses responsabilités. En tout cas, une chose est sûre, ça c'est certain, c'est que la moitié de la population ne va pas disparaître demain. Et même si tout le monde était touché demain, on survivrait à 90%. Et pour la plupart, on serait peut-être sûrement cloué au lit, mais on va survivre. Donc chacun prend ses précautions, chacun prend ses responsabilités. Et moi, personnellement, j'ai mon père qui est assez fragile à ce niveau-là. J'ai ma mère qui a vu son billet annulé pour les US. J'ai des neveux et des nièces qui sont assez jeunes. Donc, en fait, en fonction des situations de chacun, effectivement, je peux comprendre qu'on se sente plus ou moins impacté. Et donc, si on revient à ce qui est exceptionnel, c'est, entre autres, pour la France en tout cas, c'est que on a annoncé que toutes les écoles allaient fermer jusqu'à une durée indéterminée, je crois, et que les événements de plus de 100 personnes étaient tous annulés. Et en fait, ce qui change complètement toute la dynamique d'un pays. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la réaction politique de nos politiques, de notre gouvernement est normale, ou est-ce que c'est démesuré, ou est-ce qu'on en fait trop ? Alors où je parle, en fait, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont un peu retourné leur veste, qui en fait initialement étaient sceptiques et qui pensent maintenant, après avoir bien étudié le sujet, qu'en fait, limite, on n'en ferait pas assez. Et en fait, du coup, ça crée effectivement cet effet de panique et tout le monde se base sur des articles scientifiques, sur des courbes de propagation, etc. En fait, il faut savoir que ce genre de décision qui effectivement n'est pas absolument pas prise à la légère, elle dépasse en vérité juste la vision sanitaire et médicale. On parle de décisions qui sont d'ordre économique et politique, et j'ai l'impression que ça a l'air d'échapper à beaucoup de personnes. Et en fonction du coup sur ce sur quoi on pose notre attention, on aurait plus ou moins des arguments différents. Par exemple, si j'adopte une vision, on va dire, relative, et donc je compare cette pandémie, cette épidémie à la grippe saisonnière, on pourrait dire qu'effectivement, statistiquement,
si on trace une courbe dans le futur, il pourrait y avoir plus de morts. Et donc, c'est par rapport à ce fait-là qu'on adopte ce genre de mesures drastiques. Et d'un autre côté, si j'adopte une vision plus absolue des faits, eh bien on pourrait se dire, mais oui, mais en fait, ok, il peut y avoir des morts, même plus de morts, mais dans les faits aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup de morts. Et surtout, pourquoi on n'adopte pas ce type de mesure-là pour la grippe saisonnière? Puisqu'en plus, ça se répand exactement de la même façon. Et la grippe saisonnière fait plus de 8000 morts par an. Et donc la question, c'est ces 8000 morts, que valent-ils? Pourquoi on ne les considère pas? C'est peut-être quand même 8000 morts de trop. Et en fait, on se rend compte que le problème de nombre de morts, c'est pas vraiment le sujet. Car sinon, on prendrait des mesures pour tout et n'importe quoi, et on aurait toutes les raisons de bloquer l'économie pour plein de raisons qui pourraient être légitimes. Parce qu'il y a des morts partout, et il y a des choses qui se répandent de cette manière-là, comme la grippe saisonnière, tout le temps, chaque année. Et pourtant, on ne prend pas ce genre de mesures. Donc on voit bien que les gouvernements du monde entier décident aujourd'hui de porter un regard particulier sur cette pandémie. Et du coup, là, ils sont en train de prendre des mesures, des décisions qui vont à l'encontre de l'économie. Car là, on se dirige tout droit dans un gouffre économique sans précédent, parce qu'on est une société de consommation, donc basée principalement sur la consommation, et on est en train de nous dire, on est en train d'annuler énormément d'événements, on est en train de nous pousser à ne plus consommer. Donc c'est presque anti-économique et suicidaire ce qu'ils sont en train de faire, et ils en sont absolument conscients. Aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est la santé, évidemment, parce que c'est le sujet principal de tous les citoyens, mais les politiques qui sont au service de l'économie, et donc des marchés, et donc de certaines multinationales, leur sujet, c'est pas vraiment la santé, en vrai. C'est l'économie d'abord, la croissance et le profit. Donc, pour ceux qui pensent que la santé mondiale est leur priorité, c'est très naïf. Il y a des choses bien plus importantes à leurs yeux que ton petit nombril et tes petits problèmes. Et je sais que ça, ce que je suis en train de dire, c'est extrêmement difficile à comprendre parce que c'est une sensibilité particulière qui va bien au-delà du monde un peu bisounours de la démocratie qu'on nous a vendue. Mais parfois, il faut comprendre qu'on est en train de servir des intérêts bien supérieurs aux intérêts des particuliers et de petits citoyens que tu es. Et donc du coup, il faut que tu t'imagines que là, on dépasse les intérêts de l'individu lambda. Donc, pour te donner une image, qu'est-ce qui est le plus important pour notre ami Macron, notre ami Manu? Ta santé et ton bonheur ou le marché? Et moi, pour répondre à cette question, je te laisse te repencher sur le sujet des retraites, qu'il a fait passer en force avec son 49.3, alors que toute la France était dans la rue pour dire non. Et donc la question légitime ici, on peut se demander, mais pourquoi donc sont-ils prêts à faire chuter l'économie si leur intérêt, justement, c'est le marché, le profit et l'économie? C'est quoi l'objectif? Et donc, avant d'aller plus loin dans l'explication, j'aimerais revenir sur ce qu'on est en train de constater sur différents niveaux. Déjà, d'un point de vue local, au niveau de la France. Alors qu'on est dans une situation qui est loin, loin, loin d'être catastrophique, on voit déjà ce mouvement de panique émerger et on voit les magasins être dévalisés. Il n'y a plus de riz, il n'y a plus de pâtes et il n'y a plus de PQ. C'est le nouvel or. Et du coup, moi qui suis parisien intramuros, effectivement, ça va encore. C'est pas forcément la panique ici. Moi, personnellement, j'ai aucun stock chez moi et je n'ai pas encore cédé à la panique. Maintenant, d'un point de vue global, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'on est face à une crise qui est globalisée et qui est due à ce système qui est globalisé. Et on est en train de réaliser l'impact de la mondialisation et qu'elle va de pair avec la non-autonomie des nations. On se rend compte qu'il y a des pays qui sont producteurs, comme la Chine par exemple, mais on ne réalise pas vraiment tout ce qu'ils produisent pour le reste du monde. C'est quand on est en train de réaliser qu'on peut fermer les frontières et arrêter les échanges qu'on se rend compte qu'ils font plus que du textile, plus que des chaussures ou de l'électronique. Ils font aussi nos médicaments par exemple. Et on a aussi de l'autre côté des pays qui sont énormément consommateurs, comme la France et d'autres. La France, c'est pas le pire, mais effectivement, on se rend compte qu'on est loin d'être autonome, ne serait-ce que pour les denrées alimentaires, alors que la France était un grand pays initialement agricole. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on importe énormément de choses essentielles pour le quotidien.
Et à côté de ça, on constate aussi qu'il y a des pays qui sont les réceptacles de nos déchets, dont la Chine d'ailleurs, parce que nous, on a décidé en tant que pays consommateur qu'on ne voulait pas gérer l'impact de notre surconsommation et qu'on déléguait tout ça à des pays qui étaient prêts à le gérer et qui aujourd'hui n'en peuvent plus et disent stop, notamment la Chine a dit stop, qui n'arrive plus à gérer, et ça crée de nouveaux soucis sanitaires et qui peuvent être à l'origine de certains de nos problèmes actuels. Et donc plus personne n'est autonome, plus aucun pays n'est vraiment autonome, et quand ça bloque quelque part dans le monde, eh bien tout le monde est impacté. Et on s'en rend compte encore plus vite ici, c'est que même quand il y a ce genre de pandémie, c'est que ça se répand à vitesse grand V parce que tout le monde se déplace partout dans le monde tout le temps. Et on s'en rend compte réellement quand les avions sont cloués au sol ou quand les frontières sont fermées. C'est là qu'on se rend compte en fait que les gens sont bloqués dans les pays, que moi je peux plus aller, que j'avais prévu d'aller au Maroc, etc., etc. Et donc, ce qu'on constate aussi, c'est le blocage de l'économie qui arrive. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, les décisions sont sans précédent. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une dynamique dans le pays qui va réellement changer. Et moi, j'ai jamais entendu autant autour de moi des personnes me dire que leur contrat était annulé. Que ce soit des formateurs, des intermittents. Enfin bref, l'impact sur l'économie est énorme et on le voit sur les bourses qui chutent. C'est assez compliqué ce qui s'annonce comme période. Et enfin, en fait, n'importe quel entrepreneur le sait, toutes les crises sont des opportunités et n'importe quel politique le sait encore plus, toutes les crises sont des opportunités. Et en fait, il y a les faits et ce que l'on fait des faits. Et donc la politique, c'est un peu ça, c'est un peu l'orchestration d'un fait pour communiquer et pouvoir soutenir une idéologie. Ici, on est vraiment dans l'orchestration de la crise, de ce problème sanitaire, mais en fait, ça va bien plus loin que ce problème sanitaire. Là, on est sur une orchestration idéologique, politique, économique. Et donc, on va bien au-delà du petit intérêt général et ce que je te disais précédemment. Et de toute façon, pour ceux qui en doutent encore, on l'a vu. C'est notre cher Macron, là, issu de la banque Rothschild. Il n'y a pas de surprise. C'est signé depuis le début. Il ne travaille pas pour notre intérêt général. Sinon, il ne remettrait pas en cause notre système de retraite qui est structurellement à l'équilibre pour le soumettre au marché et aux fonds de pension américains, aux fonds de pension, à des BlackRock, etc. Donc, c'est signé. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, en fait, au-delà de tout cet aspect-là, c'est qu'on est en train de créer, avec cette communication et toutes ces mesures, un tel choc dans les consciences de chacun que ce qui n'était plus acceptable va devenir acceptable. Et quand on voit aujourd'hui les Italiens, qui ne sont pas forcément un peuple facile, entre guillemets, à dompter, comment ils répondent de manière extrêmement docile à toutes les mesures qu'on est en train de prendre, parce que ça les touche directement, on se rend compte effectivement de l'impact d'un tel choc dans les consciences individuelles et collectives. Et donc la grosse opportunité politique et économique de cet événement, en fait, c'est le choc que ça crée et qui provient cette fois-ci d'un ennemi qui est invisible. Un ennemi qui n'est pas humain, qui ne se revendique d'aucun pays, d'aucun parti, d'aucun système. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau pour les politiques de tous ces gouvernements un peu partout dans le monde. C'est que c'est comme si on était face à une catastrophe naturelle, mais qui touche tout le monde. Et qu'on va s'accorder tous ensemble pour y répondre. Et en fait, parfois il y a des périodes où, quand c'est la merde, on rejette la faute sur le marché. Le marché, c'est génial, car c'est ni la gauche, ni la droite, c'est ni rien du tout. C'est le marché, une sorte d'entité extérieure qui vit par elle-même et qui n'est l'enfant de rien. Sauf que le problème du marché, c'est que souvent, on l'associe quand même un peu trop à l'économie capitaliste et libérale. Et du coup, parfois, accuser le marché, ça revient à remettre en cause cette économie un peu spéciale. Et donc, dans ce cas-là, c'est un peu moyen parce que ça pourrait éveiller un peu les consciences. Mais là, ce qui est magique, c'est que c'est la faute d'un virus. Et donc là, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que on était déjà sur la pente glissante en direction d'une énorme crise.
Ça fait 4 mois qu'on est en train d'injecter des milliards d'euros sur les marchés financiers chaque jour pour éviter le krach. Donc en fait, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que quand l'État dit qu'il va prendre en charge cette crise, il va prendre en charge ce blocage de l'économie pour sauver les ménages et sauver les entreprises, mais en fait, vous pensez que l'État, c'est qui ? L'État, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Donc l'opportunité extraordinaire pour les politiques de France et du monde entier, c'est de faire chuter les bourses et l'économie en avance de phase pour avoir un responsable qui n'est pas humain, qui n'est pas une organisation, qui n'est pas un parti, qui n'est pas un système, à qui on ne pourra rien reprocher. Et en cas de crise, du coup, comme on a eu en 2008 ou comme on a eu en 1929, pour un politique, c'est le scénario parfait. Vous préférez que la crise pour lui provienne du système financier et mondialisé pour qui il travaille, ou que la crise provienne d'un méchant virus ? Donc c'est possible que certaines puissent être choquées par ce que je dis, mais je vous rappelle quand même quelque chose qui s'est passé en 2008. En 2008, début 2008, il y a eu l'affaire Kerviel pour la Société Générale qui a perdu 4 milliards d'euros. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Société Générale, cette affaire a été une opportunité. L'opportunité d'attribuer des pertes, plus de pertes à Kerviel et de se dédouaner de certaines erreurs structurelles ou de certaines incompétences qu'ils avaient. Et en fait, parce que tout le monde savait en 2008 qu'on allait assister à un gros krach, et c'est pour ça d'ailleurs que 9 mois plus tard, il y a eu la chute de Lehman Brothers. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les politiques, les économies, les multinationales vont se servir de cette crise réelle, de ce blocage artificiel de l'économie qui a été décidé du coup par le gouvernement et tous les gouvernements, en stoppant la consommation. Ils vont se servir de cette opportunité pour glisser, faire passer d'autres problèmes structurels qui existaient avant. Du coup, l'opportunité, c'est aussi de faire financer les pertes et d'attribuer la responsabilité de ce désastre économique, non pas à leur politique, non pas à leur gouvernance en tant que conseil d'administration ou autre, mais à un facteur qui leur est extérieur et qui n'a pas de tête. Et donc, tout le monde entier est en train de valider toutes ces mesures-là, parce qu'on est tous dans la peur, et on pense tous qu'on le fait pour le bien de l'humanité et qu'on veut tous sauver le monde, alors qu'en réalité, ce qu'on va vivre dans les prochains mois, c'est pas la conséquence du coronavirus. Ce qu'on va vivre, c'est l'expression d'un système structurellement malade, d'une économie qui est mondialisée et financiarisée et qui est extrêmement aujourd'hui décorrélée de la réalité et des ressources naturelles et du réel travail productif. Donc Macron, l'homme qui veut faire passer et qui prend les mesures fortes pour le bien de tous, c'est surtout celui qui veut que l'État supporte ces mesures extrêmes et qu'il finance ces dérives qui sont d'abord structurelles. Non, et il ne le fait pas donc parce qu'il nous aime, mais parce qu'il va fusionner cette crise du coronavirus avec la crise structurelle de notre système financiarisé et mondialisé. Et qui va payer? Donc c'est nous. Donc il faut s'attendre, là on est en mars 2020 quand j'enregistre ce podcast, il faut s'attendre à ce que d'autres crises soient déclenchées volontairement parce qu'il faut que ça se régule de toute manière. Et c'est plus simple aujourd'hui de faire porter ça sur cette crise du coronavirus que sur une crise structurelle de ce système financiarisé. Et c'est la fin de ce podcast. Donc c'est des sujets assez chauds. Moi je suis ici pour accompagner des futurs leaders conscients, disruptifs et impactants. Et il va falloir pour ça sortir de cette vision médiatique, de cette vision politique qui nous cache les vrais sujets et prendre les choses et avancer avec force et détermination pour construire ce nouveau monde. Donc n'hésite pas en tout cas à enrichir ce sujet et commenter ci-dessous avec courtoisie. N'hésite pas à partager cette vidéo, ce podcast à qui le voudrait. Et je te souhaite une bonne journée et à bientôt.